est dans un café, c'est lui qui vient me voir, c'est mon café. Et en 5 minutes, et littéralement en 5 minutes, je me dis... Moi, un type comme ça, je peux bosser avec. Il a quelque chose de très très particulier dans ça. Puis on se raconte quelques histoires. Une énergie primale, c'est le terme que tu as utilisé. Alors il y a effectivement une énergie totalement primale, mais en même temps beaucoup d'intelligence. Ouais. Voilà, c'est très très fort. Et surtout, ça a une capacité à remettre en cause les idées reçues, les acquis, tout ce qu'il faut pour qu'un entrepreneur... Et là, pour moi, commence un truc que j'avais jamais vraiment touché du doigt. C'est au fond l'admiration qu'il faut avoir, parce que c'est totalement mérité, légitime pour les entrepreneurs. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur FinScale pour une interview, une discussion avec Philippe Mazot, le CEO d'Ornicar. Salut Philippe. Salut Solène. Bienvenue dans le studio pour enregistrer cet épisode qui va être passionnant. Et alors, il y a un des points que je trouve absolument passionnant, c'est ton parcours, parce qu'il est quand même assez atypique. J'aimerais que tu reviennes un petit peu dessus avant qu'on parle d'Ornicar. Ah bon, c'était très sympa de dire que c'est atypique, parce que pour moi, c'est un parcours qui est incroyablement linéaire. Ah bah non, pas sur la fin, quoi. Enfin, je veux dire, ces derniers temps, quand même. Pas sur la fin, puis même pas pendant, sans doute. Mais effectivement, moi, j'ai une carrière moi je dis toujours de 4 sup, qui avait plutôt bien tourné, puisque j'ai commencé dans le secteur des assurances il y a longtemps, ouais. En rentrant dans le groupe AXA et en y faisant une relativement longue carrière, au point de devenir patron d'opérations en Grande-Bretagne, où j'ai passé plus de 10 ans de cette période AXA. Et puis après, j'ai égrené des postes dans différents groupes. J'ai été patron d'Aviva en France, de MMA en France également, dans le groupe Covéa. Donc, grosse carrière d'assureur, on va dire. Et puis, alors, il y a plein de choses dedans. Hein, je passe en quelques secondes sur une énorme partie de ma vie professionnelle. Et puis, à la fin des années 2010, j'ai formé un projet qui m'a paru intéressant. J'ai eu vent de la volonté du groupe Aviva de vendre sa filiale française, que j'avais donc dirigé quelques années auparavant. Et puis, j'ai tenté de monter un consortium de repreneurs. Donc, une boîte d'assurance, c'est énorme. Hein, en l'occurrence, là, c'était 100 milliards d'actifs. Donc, c'était un très, très gros LBO à monter. Un gros coup. C'était, oui, on va dire un gros coup. C'était surtout une énorme opération, très, très technique, etc. Et puis, donc, j'ai monté ça avec quelques fonds qui ont accompagné l'idée. Mais évidemment, acheter des actifs comme ça, c'est très compliqué. Il faut les autorisations des pouvoirs publics, regarder le sujet. Et puis à la finale, au bout de plus d'1 an, cet actif est parti chez un acteur traditionnel, tout à fait respectable, qui s'appelle la Massif, le groupe AEMA. Et donc, cette opération n'a pas fonctionné. Mais moi, ça m'avait donné à ce moment-là le pied à l'étrier pour travailler avec les fonds de PI. C'était quel fonds à cette époque-là ? Alors, en l'occurrence, c'était essentiellement CVC qui était dans la boucle, et puis 1 ou 2 fonds américains, et des discussions avec KKR. D'accord, voilà. Ok. C'était tes premiers contacts avec des fonds de private equity ? C'était mes premiers intensif, contacts. On va dire. Très intensif. Alors, intensif, au bas mot, c'est très, très intensif. Ouais. Mais j'avais déjà eu des contacts dans le passé, parce qu'évidemment, les fonds de PI cherchaient toujours des professionnels du secteur pour monter des opérations. Ouais. Et moi, j'étais dans une carrière de dirigeant de boîte d'assurance bien rodée en quelque sorte, et donc ça ne m'intéressait pas. Mais donc j'avais quand même eu des contacts dans le passé, mais notamment avec KKR. Et puis donc je me suis retrouvé, et toute cette affaire là, elle se passe pendant le Covid. Donc je me retrouve au début 2021 avec un agenda un peu vide, des idées un peu plein la tête. Et tu étais encore salarié ou Non, j'étais parti depuis. T'étais parti. Depuis toute cette opération, je l'ai montée sans être salarié. J'avais quitté le groupe Covéa pour faire ça. Et donc sur un sentiment un peu déprime quand même. Tu devais être un peu dégoûté à ce moment-là, non ? C'est très difficile. Parce que c'est tellement prenant. Même humainement, tu as dû probablement vachement t'investir. Je dirais de dépression, parce qu'effectivement d'un truc très intense et puis très brutal aussi. Hein, très pire, quoi. Quand on fait du M&A comme ça, voilà, tous les coups sont permis, je veux dire. Même si soi-même on les donne pas autant. Donc de ce point de vue-là, c'était un petit peu le calme, etc. Mais c'était une aventure fantastique, absolument passionnante. J'avais monté. Puis moi-même, j'avais un petit peu, marketé ma propre brand personnelle, là, parce que pour aller chercher tous les conseils qu'il faut pour monter, que ce soit des juristes, des banquiers d'affaires,
des boîtes de conseil, des fonds, votre nom, ça compte. Donc j'ai pu un peu monétiser, sentir quelle était la valeur de tout ça. Ouais, carrément. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais effectivement, j'avais quand même un peu de vide devant moi. Et puis, j'ai commencé à bosser avec les fonds, me constituer une sorte de portefeuille d'activité, un peu dans tous les sens, voir ce qui pouvait marcher. Quoi, comme advisor, du coup Essentiellement senior ouais. advisor, ou sur des opérations d'acquisition, ou sur des opérations d'investissement. Et puis, on est au premier semestre de l'année 2021, et la KKR m'appelle et me dit, tiens, on va faire une opération sur un actif que tu connais sans doute pas, ça s'appelle Ornicar. Et comme ils font de l'assurance, ça nous intéresse que tu nous dises un petit peu ce qu'il en est. Et donc, à ce titre-là, je fais une toute petite revue rapide et je donne quelques conseils, mais très génériques. Au fond. Au moment de la due deal ou après l'acquise, comment ça se passe ? Ça, c'est au moment de la due deal. Ouais, ok. Voilà. L'acquise se fait. Et moi, on me dit, ça serait pas mal que tu rentres au board. Donc là, on est au début de l'été. Je dis, pas de problème. Je fais ça dans d'autres instances. Et donc, à la fin de l'été, je suis recontacté. Puis on me dit, premier truc, il faut que tu rencontres les fondateurs. Mm-hmm. Particulièrement, on va dire, il y a 2 fondateurs chez Ornicar. Puis il y en a un qui prend un peu plus la lumière. Ils se sont répartis les rôles. Mm-hmm. Et c'est Benjamin Guignot. Et donc, je rencontre Benjamin Guignot. Et j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle est totalement authentique. Moi, à l'époque, j'ai milieu de cinquantaine. J'ai fait comme une assez longue carrière. Je suis assez tranquille, en quelque sorte, dans mes orientations. Et puis, je vois un grand garçon de à peine 30 ans, un peu plus de 30 ans, s'installer en face de moi. Il avait monté cette boîte avec Flavien Lerendu, donc. Et on est dans un café. C'est lui qui vient me voir. C'est mon café. Et en 5 minutes, et littéralement en 5 minutes, je me dis, moi, un type comme ça, je peux bosser avec. Il a quelque chose de très, très particulier dans ça. Puis on se raconte quelques histoires. Une énergie primale, c'est le terme que tu as utilisé. Alors, il y a effectivement une énergie totalement primale, mais en même temps, beaucoup d'intelligence. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas du tout uniquement de... Voilà, c'est très, très fort. Et surtout, ça a une capacité à remettre en cause les idées reçues, les acquis, tout ce qu'il faut pour qu'un entrepreneur... Et là, pour moi, commence un truc que j'avais jamais vraiment touché du doigt. C'est, au fond, l'admiration qu'il faut avoir, parce que c'est totalement mérité, légitime pour les entrepreneurs. Mm-hmm. Moi, j'ai fait une belle carrière. J'ai été intelligent, malin, j'ai su jouer des coudes, j'ai su faire plein de choses. Mm-hmm. L'entrepreneur, c'est une autre dimension. C'est quelque chose de très particulier quand on est 25 ans, 30 ans, 50 ans. Celui qui risque tout et surtout qui n'a aucune garantie que le truc va sortir. Mm-hmm. Et qui ne sait pas ce qui va se passer si éventuellement ça rate. Voilà. Et tous les autres, et je dis tous les autres, 4 sup, etc., il y a toujours quelque chose après. Ils le savent très très bien. Il y a une linéarité. Et donc cet abîme qu'a l'entrepreneur, ça forge des caractères et des gars très particuliers. Et donc je vois ça chez Ben Guignot. Et je me dis, et on se dit au bout de... Alors, il faudrait l'interroger. Moi, je dis 10 minutes, un quart d'heure. Il va me dire non, c'était une demi-heure. On a un truc à faire ensemble. Je dis, mais en fait, ça serait pas mal qu'on bosse ensemble. Ouais. Et lui, il est très, très surpris parce qu'il pense que je viens de la part de KKR, que je vais être l'œil de Moscou, que surtout que j'ai rien à faire avec lui, etc. Et donc, c'est comme ça que ça commence. Et après, je fais un fast-forward. 3 mois plus tard, je suis dans la boîte. Je les ai rejoints. Je m'occupe de l'assurance. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas très bien monté leur truc d'assurance. Mais j'allais te faire une petite pause, si tu permets. Oui, vas-y. Ornicar, pour beaucoup de personnes, c'est pas une assurance. Donc, est-ce que tu pourrais juste revenir sur ton ressenti au moment où tu as fait l'analyse de la boîte et parce que j'imagine que pour toi, c'était un peu, comme pour beaucoup, pas une boîte d'assurance. Donc, c'est quoi le lien avec toi et l'assurance ? Alors, effectivement, tu as tout à fait raison, parce qu'il y a une histoire, elle est très, très maligne, l'histoire. Donc Ornicar, c'est cette plateforme qui consolide le marché des auto-écoles. Donc ça démarre au milieu des années 2010 avec plein de difficultés parce que c'est un marché qui est extrêmement cartellisé en quelque sorte, avec des fédérations qui veillent au grain pour qu'il n'y ait pas de nouveaux entrants. Et puis les lois Macron de 2016 ouvrent le jeu et permettent à
une plateforme comme Ornicar d'émerger. Il y avait pas mal de monde sur la ligne de départ. Il n'était pas écrit que ce soit Ornicar qui gagne. Bon, ça c'est Ornicar qui, à la finale, c'est les meilleurs. Ils y arrivent. C'est le code en ligne. Ouais. Là non plus, c'est pas une idée révolutionnaire, mais c'est une idée comme ça n'existait pas. Moi, j'ai connu les diapositives qu'on passait dans un petit local. Et après, c'est devenu des CD. Mais c'est toujours avec quelqu'un derrière quelque chose qui vous expliquait des choses. Moi, j'ai connu ça aussi. Voilà, on a tous connu ça. Et maintenant, c'est sur ton smartphone, tu as des questions, etc. Donc ça, c'était une très bonne idée. Ça a marché très, très vite, ça a très bien pris. Et puis après, il y a eu monter la plateforme d'enseignement de la conduite. Donc, il fallait avoir des enseignants de la conduite, il fallait réfléchir à leur statut. Ce ne seraient pas des salariés, ce seraient des indépendants. Ils viendraient sur la plateforme, ils donneraient leurs agendas. Nous, on aurait des élèves qui achèteraient des packs et on ferait un agenda de réconciliation. Donc, on est une marketplace, on fait du matching. Voilà, c'est comme tout le monde. C'est comme Mythique ou c'est comme Uber, etc. Ouais. Voilà. Et ça marche aussi pas mal. Pas se cacher, le Covid donne un boost phénoménal à Ornicar parce qu'effectivement, personne ne peut sortir de chez soi, donc tout le monde fait ça en ligne, au moins pour le code. Donc les volumes augmentent et donc la boîte commence à très bien fonctionner. Elle ne fait pas encore d'argent, mais elle fonctionne très bien. Le chiffre d'affaires, la marque, il y a beaucoup de choix qui ont été faits. On pourra y revenir d'ailleurs parce que c'est intéressant. Et puis comme ces deux fondateurs sont pas les deux pieds dans le même sabot et qui sont ambitieux, ils disent oui, mais nous ça ne nous suffit pas le marché de l'auto-école parce qu'en fait c'est un marché à 1,5 milliard, 2 milliards d'euros. Nous, on a des jeunes qui viennent nous rejoindre, c'est pour la mobilité, c'est pour la prise d'indépendance, il y a plein d'autres produits qu'on peut vendre. Si on vendait déjà de l'assurance auto. L'assurance auto, c'est cher pour les jeunes, nous on est un disrupteur. Et donc ils ont l'idée de faire l'assurance, qui est très très bien, en se disant, tiens, puisqu'on a fait ça, on va pouvoir faire ça, etc. Et c'est ça que je trouve quand j'arrive dans cet écosystème, ils ont cette petite start-up d'assurance qui a été lancée sous forme de courtage. J'allais dire, Voilà. j'allais te demander sous quel statut ils étaient. Donc c'est un statut de courtier, on Ouais. distribue des produits d'assurance, puis on a des assureurs derrière qui mettent leurs produits sur l'étagère. Et donc ça paraît très simple, et c'est là que moi j'interviens. Moi j'ai fait beaucoup de retail en assurance, pas qu'en France, au UK. UK c'est Hollywood pour l'assurance retail. Alors, je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut... C'est vraiment le marché le plus transparent, le plus digitalisé, le plus direct, qui a pris quasiment 90% de la vente. Tout se passe en direct au UK. Ouais. Donc tous les acteurs, c'est du surprofessionnalisme. Voilà, c'est Leonardo DiCaprio, c'est top. Et donc moi j'ai plein d'idées, parce que j'ai passé les années 2000 au UK, j'ai toujours gardé beaucoup de contacts, et donc je vois à peu près comment il faut le faire, et je vois que Ornicar le fait pas du tout comme il faut. Quels étaient les points de friction ? Alors le point de friction principal, c'est que quand on vend de l'assurance, et que soi-même on va pas porter le risque, parce que c'est un assureur qui le fait, il faut pas que l'assureur il perde de l'argent. Alors qu'est-ce qui fait qu'un assureur il perd de l'argent ? Si les mauvais risques qui viennent chez toi parce que ta marque elle est pas sélective, c'est des mauvais risques, ça fait des accidents, ça fait des pertes pour l'assureur, ça se voit en 6 mois, 12 mois, et quand il a trop de pertes, il dit moi j'arrête. C'est fini. Ouais. C'est fini. Et donc il n'y a plus de commission pour le distributeur courtier qui était Ornicar. Donc on commence à voir ça apparaître, et donc moi j'introduis le fait que quand on vend, qu'on a même un groupe affinitaire auquel on vend des produits de façon privilégiée, il faut contrôler la souscription, il faut prendre les bons risques. Donc il faut changer, il faut être quasiment assureur, sans porter les risques, mais monter tout un dispositif. Et pour monter un dispositif, pour moi, c'était facile. Je venais de ce monde-là, donc je savais même où aller chercher des gens, etc. Donc on a monté ça. Évidemment, pour Ben et Flavien, c'était très compliqué. Et eux, ils avaient fait une auto-école en ligne, Maus. Ça ne permet pas de faire quand même de l'assurance. Mais ils étaient suffisamment smart, et je dirais modestes, pour se dire, nous, on va être nuls à faire ça. Prenons un type qui connaît et on lui donne les clés. Quand j'arrive, on me dit t'es le plus âgé, tu vas prendre tout. Puis après, on va se répartir un peu les trucs, mais c'est quand même toi qui vaut mieux que tu sois le CEO. Okay. Et moi, je dis non, je ne vais pas être le CEO parce que moi, je suis là pour monter de l'assurance, ça m'amuse, ça m'intéresse. Ouais. Puis l'auto-école, ça doit quand même pas bien être compliqué, ça a l'air de marcher, ça ne m'intéresse pas. C'était ma première réaction. Et donc, je dis à Ben, non, vous restez les CEO, moi, je vais faire... je vous rapporte. Ce que je sais faire. Ouais. Moi, je vous rapporte, si vous voulez. Ouais. Voilà, et puis on a fait ça pendant quelques mois. Moi, j'ai découvert la plateforme d'auto-école. Je me suis rendu compte que c'était un métier ultra compliqué, très, très compliqué. Beaucoup plus compliqué que n'importe qui se l'imagine pour que ça marche bien. Ouais.
que le succès à date, il n'était pas tombé du ciel. Il avait fallu bosser comme des malades et qu'il y a encore plein de choses à faire. Et plein de choses qui n'étaient pas encore très bien faites. Donc il y avait beaucoup plus. Premier point. Et deuxième point, moi, pour faire l'assurance, j'avais besoin absolument des datas de l'auto-école. Parce qu'on s'était dit, puisqu'on a des élèves d'auto-école, on sait comment ils conduisent, on sait qui ils sont. Intéressant. Ouais. Donc il faut qu'on collecte cette data, il faut qu'elle soit collectée d'une certaine façon. Et puis on va faire des scores, et puis on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut appréhender le risque routier à travers une expérience d'apprentissage. Intéressant, ouais. Voilà. Et pour faire ça, il fallait bien mettre les deux trucs ensemble. Donc très rapidement, on se dit, finalement, on a raison, il faut tout mettre ensemble. Ouais. Donnons ça à Philippe. Et moi, du coup, ça m'intéresse. Mais je leur dis, mais très bien, mais je fais ça, mais vous restez là. Je veux que ce soit fait avec vous. Ce qui marche, c'est le mélange de votre expérience et énergie, et puis, on va dire, de mon expérience à moi. Et donc, on a fait ça. Ben s'est comme un peu éloigné du quotidien parce qu'il est devenu le chairman du board. Donc, lui regarde un peu la stratégie, en quelque sorte, et très, très fort pour vendre l'histoire Ornicar. Et puis Flavien, lui, il est resté comme COO, très largement en charge de l'éducation. Et on a fait un trio à partir de 2002 qui a jusqu'à présent très très bien fonctionné. Top. Alors quand tu es rentré, il venait d'y avoir un tour de table, tu avais mentionné de 100 millions d'euros, si c'est correct. Donc avec c'est notamment l'entrée de KKR. L'entrée de KKR. À ce moment-là, l'objectif, c'était clairement d'aller vers la diversification et d'aller plus vers le volet AssureTech, FinTech. Absolument. Et c'est ce qui a attiré KKR. KKR a vu une boîte qui marchait bien, même s'il y avait encore plein de choses à faire, et qui avait une base affinitaire qui commençait à se chiffrer en millions de clients. Mais c'est en même temps un marché qui est ce qu'il est. 1,5 milliard à 2 milliards, c'est le marché total. Et l'assurance, aujourd'hui, l'assurance auto en France, c'est 27 milliards de primes collectées tous les ans. L'assurance habitation, c'est 10 à 15 milliards. Oui, parce que vous offrez également de l'assurance habitation. Voilà, on peut faire toutes les assurances, et les assurances, c'est des énormes marchés. Il y a des énormes players, bien sûr. On se bat contre des gros mammouths, mais il y a plein de choses à faire. Donc, l'intérêt pour la croissance d'Ornicar, il était très largement du côté des fintech. Donc, on voulait que les courbes se croisent. Il y a une base de départ de plus en plus solide, et puis après une base d'expansion et de développement qui devait être les fintech. Voilà, mais après ça, il fallait mettre tout ça en branle et en musique. Toi, venant d'un grand groupe, moi qui connais si bien ce qui se passe dans les grands groupes, et justement les jeux politiques internes sont très différents, la lourdeur, le manque d'agilité, etc. Comment est-ce que toi, tu t'es adapté d'un point de vue même culturel ? Est-ce que dans la façon dont la gouvernance de la boîte fonctionnait, il y a des choses qui t'ont marqué ? Est-ce que tu pourrais nous parler de ça en particulier ? Ah oui, alors c'est très gentil de... Moi, ça m'a beaucoup intéressé, ce sujet, parce que c'est ce qui a fait que j'ai pu m'adapter. Les groupes, c'est très structuré. Il y a beaucoup de qualités pour réussir dans les grands groupes. Les gens qui font ça, ils sont très forts, parce qu'il faut... Mais on est moins dans la création de valeur immédiate que dans... on participe à des jeux de plaques tectoniques, et puis il y a énormément de politique, il faut être dedans, et il faut avoir des vraies qualités pour y arriver. C'est une bonne image. Mais on n'est pas assis sur des mécanismes de création de valeur immédiat où entre ce qu'on fait et le résultat, il y a, on le voit, c'est émerger, etc. Donc ça, c'est la première énorme différence. Mais j'avais un exemple qui est hyper connu et que j'avais beaucoup regardé parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été écrites dessus, et surtout les personnages avaient beaucoup parlé dessus. C'est l'histoire de Google. Alors, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, mais l'histoire d'Eric Schmidt qui arrive à 50 ans chez... Exactement. Ben Guignot passe son temps à dire qu'on rachètera Google un jour. Mais avec les cours de bourse actuels, peut-être que... L'avenir nous le dira. Si Trump continue, peut-être que ça va marcher plus vite que prévu. Mais cette histoire d'Eric Schmidt qui arrive chez Google, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait deux fondateurs qui cherchaient un peu leur chemin, etc. Brillants. Très fort, ils avaient déjà constitué un bel actif, il y avait de la concurrence, etc. On est à la fin des années 90, avant l'éclatement de la bulle Internet. Et leur fonds leur dit, nous on pense que ce serait pas mal que vous puissiez team-upper avec un type un peu expérimenté, et on pense à lui parce qu'on pense qu'il serait intéressé. Et donc le deal se fait, et lui il arrive à plus de 50 ans chez Google, et il raconte tout ça.
Et il raconte, je suis arrivé, les mêmes bureaux pour tout le monde, les mêmes ordinateurs, la même cafette, le même mug, alors qu'il avait un bureau avec des moquettes épaisses, une voiture de fonction, 3 secrétaires, etc. Il est tombé là-dedans. Mais il disait, ce qui a été déterminant pour moi, c'est la qualité du rapport que j'avais avec les 2 fondateurs, leur intelligence. Il a dit, c'est des gars suprêmement intelligents. Et moi, je dirais, les gens que j'ai rencontrés chez Ornicar, c'est la même graine. Je me dis, ça, c'est très, très fort. Je n'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie professionnelle. J'ai rencontré plein de gens bons, mais là, c'est très, très fort. Et donc, c'est intéressant. Évidemment, je suis arrivé chez Ornicar, dans le 19e, etc. Il fallait que je fasse comme tout le monde. Alors, ils étaient un petit peu là en train de faire attention à moi, voir que je n'allais pas... mais très, très rapidement, tout ça s'est rentré dans l'ordre. Et j'étais... Alors moi, je faisais la start-up dans Ornicar, qui n'était plus tout à fait une start-up, c'est une scale-up. Même il y a 3 ans, c'était une scale-up. Et en revanche, l'assurance, c'était vraiment start-up. Ouais. Et donc, il fallait commencer tout à zéro. Et eux avaient vécu ça quelques années avant. Donc, pour faire ça, presque, ils avaient plus d'expérience que moi. Et donc, ça a équilibré un peu le rapport. Et puis, tout en faisant confiance à toutes mes propres intuitions. Et pour moi, ça a été, évidemment, une rejuvenation totale, parce que c'était très sympa, c'était très smart. Et puis, on avait des moyens, et puis on a des actionnaires qui étaient très supportifs de ce qu'on était en train de faire, prêts à prendre un tout petit peu, je dirais, à serrer les dents le temps que ça se monte. Il fallait faire des courbes en J, donc c'est pas facile. Donc, c'est très intéressant pour quelqu'un qui vient d'un monde où il fallait réfléchir à 3 coups, 5 bandes. D'un seul coup, c'était qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci. Voilà. Alors, un des trucs, je t'ai sans te raconter quand on s'est parlé à l'origine, que j'ai fait, c'est que cette boîte, pour qu'elle fonctionne, elle s'était très structurée. Oui, alors ça, j'étais très étonnée de ce que tu m'avais dit. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, elle était surstructurée. C'était des... Enfin, je ne m'attendais pas à ça dans le sens où ce n'est pas un schéma classique pour une scale-up d'être à ce point structuré. Parce que généralement, c'est là où ça commence à se mettre en place. Ouais, alors ils avaient quand même à l'époque levé près de 140 millions d'euros. Et donc pour quand même montrer que l'argent partait pas n'importe où, il y avait quand même un petit peu de structure qui a été mise en place pour montrer patte blanche. Et puis surtout, conscient de la responsabilité, ils voulaient quand même que ce soit bien alloué en quelque sorte. Et puis après, c'est l'état d'esprit des uns et des autres. Alors la structure, c'était Flavien. Lui, il a fait HEC, il est très, il s'est beaucoup documenté sur ces sujets-là aussi. Donc, il avait choisi la structure, et moi, je lui ai dit peut-être la surstructure. Voilà. Et comme moi, je viens avec beaucoup... C'est quoi de la surstructure, juste pour que tu donnes des exemples? C'est de la planification trimestrielle, 1 mois pour préparer le trimestre d'après. Donc, on passait 2 mois à bosser, 1 mois à préparer. Et tous les trimestres, ça recommence 4 fois par an. Donc, des mois entiers consacrés à planifier ce qu'on va faire demain. Voilà, donc ça peut avoir énormément de valeur, parce que toute la boîte savait où elle allait. Tout le monde se sentait confortable, et moi j'arrivais avec un regard un peu plus, je regardais un peu plus haut, on va dire, et je disais, mais en fait vous savez pas bien où vous allez. Il y a plein de trucs qui sont pas réglés, et en fait comme vous regardez pas le bout des pompes, mais 4 pas devant, il faut regarder plus loin, et en regardant plus loin, il faut faire les choses différemment. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que moi je sais que les boîtes, ça s'effondre jamais. Donc ça me dérangeait pas de tout démanteler, parce que je savais que les gens allaient continuer à bosser. Mais mes discussions avec, surtout Flavien d'ailleurs, Ben était plus relax par rapport à ça. C'était de lui dire, mais t'inquiète pas, ça va fonctionner. Je lui disais, j'ai monté tout ça, avant de le démanteler, tu m'assures que ça va pas s'écrouler. J'ai dit, non, rien ne s'écroule jamais. En revanche, les gens vont être un peu paumés. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Comment les gens ont réagi? Parce qu'en général, j'imagine, ça a été le fruit en interne d'un travail pour convaincre, faire adhérer les personnes, une culture qui s'est développée autour de ça. Et quand tu arrives avec ton marteau-piqueur, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors après, c'est évident. Encore une fois, moi je suis tranquille par rapport à ça, parce que je sais que les gens vont être éventuellement un peu affolés, certains, d'autres moyennement, d'autres pas du tout. Mais à la finale, on récupère les morceaux, on met ses bras autour des problèmes, on explique, on parle. Soi-même, on réfléchit en marchant. Donc il y a des choses que je démontais, je ne savais pas comment j'allais les remonter, mais je savais que ça allait se remonter. Il y avait aussi un sujet qui était que moi je venais avec une vision, elle a peut-être un peu de boomer, mais assumé en quelque sorte, c'est que la valeur, ça se crée en bossant. Et ce que je voulais pas, c'est que ce qui passait chez Ornicar, c'est que le boulot, c'était énormément, j'ai une couche de 20 à 30 personnes, puis le reste suivait en quelque sorte.
mais ça fait beaucoup de boulot pour cette couche de 20 à 30 personnes. Je dis non, il faut qu'on répartisse la charge, il faut que tout le monde soit à bord. Donc c'est pas télétravail, la fête en permanence. Il faut que les gens reviennent au bureau. Alors on m'a dit c'est pas la culture. C'est pas cette génération, elle fait pas comme ça. Je dis mais cette génération, elle connaît le télétravail depuis 2 ans, depuis le Covid. Là, moi j'ai connu 30 ans, il n'y avait pas de télétravail ou très peu, et pourtant les gens bossent, font des enfants, voient leurs amis, sortent au cinéma. En fait, on peut tout à fait revenir en arrière. Et ce côté on revient en arrière a été un peu chaud, un peu difficile. J'étais un peu aidé par les Américains là, qui ont très très vite, dès l'été 2022, on a entendu. Voilà, c'est Musk et compagnie, c'est pas tout le on monde revient tout le monde les à aime la pas. maison. On revient au boulot. Ouais. Et maintenant, c'est devenu la norme. Et donc, nous, on a très très vite fait ça. Et on a redéveloppé un discours d'engagement présentiel, engagement, implication. On s'épanouit par le travail. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai beaucoup forcé là-dessus parce que j'ai dit on s'épanouit par le travail, on n'est pas là, c'est pas une contrainte. Si c'est une contrainte, il faut aller bosser ailleurs. Ouais. Mais ici, il faut que vous soyez engagé dans le projet, il faut que vous trouviez ça super. Et trouver super que de temps en temps, il faut faire l'extra mile, mettre les bouchées doubles, travailler un peu plus longtemps. Si on a un problème, on le règle, on s'en va pas, on dit on le réglera lundi. Voilà. Toute une culture un peu de... Voilà. Parce que c'est le seul avantage qu'une petite boîte a sur les très grosses boîtes, qui sont très régulées, très encadrées, etc. Nous, on peut faire un peu ce qu'il faut pour réussir. Donc la réussite, c'est le facteur numéro 1 que tout le monde doit avoir en tête. Ouais. Donc voilà, donc ça a été un petit peu tout ça, mais avec évidemment le concours de tout le monde qui comprenait et qui était d'accord. Mais bon, on était une boîte déjà de plus de 200 personnes. Voilà, passer d'une habitude à une autre, ça a pris un peu de temps. Donc un travail assez profond sur les fondations, la vision de la boîte à plus long terme en collaboration avec le fonds. Et une fois que tout ça s'est fait, comment est-ce que vous l'avez décliné de manière opérationnelle ? Quelles sont les différentes lignes de métier que vous avez vraiment définies ? Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant à quoi ça ressemble ? Voilà. Même en termes de chiffres, communiquer les chiffres. Avec les fonds, et c'est intéressant, parce que faut toujours dire avec les fonds, parce on leur doit les ressources qu'on a, mais cette réflexion, c'est la direction générale d'Ornicar, c'est-à-dire les fondateurs, avec moi qui suis venu, c'est nous qui avons retweaké en quelque sorte sur le tableau de bord, on a tout réglé pour... Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'été 2022 ? Il y a eu un événement majeur, c'est le retournement du marché du financement, qui a commencé littéralement en 2022, mais c'est vraiment à l'été que c'était partout, et notamment en France, il fallait commencer à gagner de l'argent. Ouais. Et nous, on ne gagnait pas d'argent. Ouais. Donc on a dit, premier truc, on va gagner de l'argent sur notre métier principal. Donc pour ce faire, il fallait changer la stratégie, il fallait se mettre dans cet état d'esprit. Donc ça, c'était un premier truc hyper important. Le deuxième sujet, c'est qu'il fallait relancer l'assurance, puisque, comme je t'avais expliqué tout à l'heure, c'était pas bien monté, il fallait la relancer. Donc il y avait tout un travail à faire là-dessus. De transfo, en fait. De changement de modèle, en quelque sorte, et puis de monter ces fameuses équipes qui permettent de faire de la souscription, etc. Donc recruter, leur donner des moyens, etc. Et puis de l'autre côté, transformer le modèle de l'auto-école pour que ça continue et de croître, mais commencer à faire... Et puis... on a un peu déstructuré tout ce qui était... on avait des directions relativement... chacun avec ses périmètres. Il y avait beaucoup de silos. Mm-hmm. Donc, il fallait désiloter. Donc, un peu de bordel créatif, en quelque sorte. Ouais. Plus ou moins agréable, plus ou moins confortable, etc. Puis moi, régulièrement, qui disait, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Relax. Voilà. Et puis évidemment, des fondateurs qui se sont adaptés à une vitesse grand V, à ce nouvel état d'esprit, en quelque sorte, et qui m'ont énormément aidé pour que ça marche. Donc la boîte aujourd'hui, c'était ça ta question, c'est une plateforme qui continue de croître, mais qui a à peu près 40% du marché du code et un petit 10% du marché de la conduite en France. Ouais. Et nous, notre grande question et notre grande ambition, c'est de savoir si on peut devenir un Doctolib de la formation à la conduite. Mm-hmm. Et dire Doctolib, ça veut dire pas 10%, c'est 60%. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est possible ? Quand on regarde la proposition de valeur d'Ornicar, a priori, ça devrait être le cas. On ne va pas payer des murs d'auto-école, des secrétaires d'auto-école, alors qu'on peut tout faire maintenant en ligne. Donc, il y a une forme de destruction créatrice dans ce métier qui va venir dans notre sens. Mais
pour le moment, ça se fait à pas compter, c'est relativement lent. On a eu la première poussée qui était très forte, puis maintenant on croit à 2 chiffres, mais voilà. Donc nous, notre projet, c'est jusqu'où on peut pousser ce modèle, et on pense qu'il peut aller quand même très très loin, mais ça demande énormément de boulot sur les détails de cette chaîne de valeur. En fait, ce qui se passe quand on met en place une marketplace, et ça c'est vrai pour chez nous, mais partout, quand on met en place une marketplace dans un marché qui est très fragmenté, comme par exemple les auto-écoles, le premier moment, on crée de la valeur prix, parce qu'on est beaucoup moins cher, mais en revanche, on perd de la valeur client, parce qu'il y a 12 000 auto-écoles en France et 12 000 secrétaires d'auto-écoles, et vous remplacez ça par une machine. C'est un peu compliqué. Et donc, parce que la secrétaire d'auto-école, elle dit, tiens, je vais appeler Solène, parce que je sais que le jeudi, une semaine sur 2, elle fait pas son cours de pilates, et que donc elle sera disponible pour, etc. Ça, c'est impossible à mettre dans une machine centralisée. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait intervenir de la techno et beaucoup de data management pour capturer une information équivalente, mais ça prend beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Donc la première étape, c'est on désefficientise en quelque sorte le marché, mais on le rend moins cher. Puis après, il faut le rendre efficient. Donc on est en train de recapturer en fait les gains d'efficience dans le marché de plus en plus. Puis à un moment, ça devient incontournable. Voilà, ça s'est passé pour tout, je sais pas quoi, la Spotify et les disquaires, etc. Voilà, au début, Spotify, c'est pas très efficace, et puis après, au bout d'un moment, c'est tellement efficace, il n'y a plus de disquaires. Voilà, et donc ça c'est notre premier métier. Le deuxième métier, c'est l'assurance. Donc on l'a relancé, on a eu 2 incarnations depuis que je suis là, c'est-à-dire 2 partenaires différents, et ça marche très bien, et on est très raisonnable, et on fait ça de façon très solide. On n'est pas encore ultra innovant dans la proposition de valeur, mais ça va venir. En revanche, on est extrêmement bon sur le tarif, parce que comme on peut faire du pricing avec de la data enrichie, on est forcément meilleur. L'assurance, c'est une compétition de data. Celui qui a de l'information, il bat celui qui n'en a pas. C'est mécanique. C'est une histoire de grand nombre. Donc ça, on y arrive bien. Et puis, on a lancé une 3e réflexion sur d'autres types de partenariats et d'autres types de produits autour de l'équipement du jeune pour l'installation dans la vie adulte, on va dire. Intéressant. Et donc ça, c'est les comptes bancaires, c'est le financement de la première voiture, c'est l'assurance habitation, après on rajoute plein de produits de poche. Aujourd'hui, si on veut faire un stage de récupération de points, on peut faire ça chez Ornicar aussi. On a une offre qui est très qualitative. Et puis il y a plein de produits de poche qui peuvent se greffer à tout ça. Donc on monte un 3e pilier en quelque sorte. Et là, on est en partenariat essentiellement avec le monde bancaire. Parce que c'est eux qui fabriquent tous ces produits. En direct ou via des plateformes qui offrent ça avec les banques? Plutôt en direct. Des banques. Plutôt en direct. Okay. Voilà. Alors nous, on intéresse beaucoup les banques parce qu'effectivement, la clientèle de l'auto-école, maintenant c'est 17 ans, depuis 1 an et demi. Ah, je savais pas. Pour moi, c'était toujours 17 ans. Non, c'était 18 ans. Ah, je sais pas. Non, c'est Macron et Elisabeth Borne ont fait passer ça à 17 ans en juin 23. C'était une des grandes décisions. Je sais pas, je vis au Luxembourg, donc je ne sais pas si celle-ci. Donc 17 ans à, je sais pas quoi, 30, 35 ans, ça c'est évidemment une clientèle qui est en or pour les banques, qui les chasse partout, et nous on en a beaucoup. Donc on est un acteur et une marque qui intéresse beaucoup. Après, il faut trouver les bonnes mécaniques entre nous. Mais donc, on a quand même beaucoup de conversations et c'est très naturel pour les banques de venir vers nous. Et nous, on est intéressés par leur gamme de produits. On continue l'équipement du jeune. Voilà. Puis un jeune, ça ne veut rien dire parce que si ça a 17 ans, c'est un tout jeune, il est encore peut-être chez ses parents. S'il a 25 ans, il est encore très jeune, mais il a peut-être fini ses études. Et puis s'il a 30 ans, c'est encore jeune, mais il a peut-être une copine, voire même plus, etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes personas. Bien donc sûr. Nous, on a besoin également d'élargir notre gamme de services à toutes ces personas Le permis de conduire, c'était 18-22 ans, maintenant c'est 18-35 ans. Moi, je l'ai passé à 26. Non, mais aujourd'hui ça change, les gens ont des rythmes de vie différents, les urbains, les périurbains, les zones rurales. Tout ça, c'est différent. Donc, nous, il faut qu'on réponde à beaucoup plus de profils. Donc, il faut que nos offres s'adaptent. Les chiffres, tu n'as pas cité de chiffres. Moi, j'avais en tête 4,5 millions de personnes qui sont passées au travers de la plateforme. Et le chiffre d'affaires, vous communiquez dessus ?
on communique, on a communiqué en début d'année, donc on était très fiers d'annoncer qu'on a franchi la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est très symbolique dans le monde du digital et de la tech. Donc voilà, ça c'est une première étape, et puis en route vers la suite. Donc ça c'est évidemment l'auto-école pour le moment, 80%, et puis c'est 20%, c'est l'assurance. Mais l'assurance est en forte croissance, donc tout ça, ça va se croiser dans un horizon de temps assez rapide. À horizon de 2-3 ans, tout ça, ça va se croiser. Et donc, l'assurance va prendre le relais. J'avais une question, parce que tu n'en as pas parlé, et on a encore un tout petit peu de temps, j'en profite. Tu n'as pas parlé de build-up. Est-ce que vous êtes en train de regarder éventuellement à faire des rachats en France ou ailleurs ? Alors, est-ce que tu peux communiquer sur le sujet ? Oui, non, je peux en parler parce que c'est un sujet qui est... Voilà, moi, j'ai fait énormément de M&A dans ma vie professionnelle d'assureur, mais du gros M&A, on va dire. Ouais. Il faut toujours penser au post-merger. Voilà. Donc, on a eu des initiatives dans le marché là, ces derniers 2 ans, parce qu'il y a eu des difficultés chez certains acteurs. Notamment, on a été, c'est de notoriété publique, très intéressé par un partenariat avec Luco, au moment où Luco a été lancé. Voilà. Et finalement, c'est le groupe Allianz qui a repris cet acteur. Mais ça nous aurait intéressé parce que Luco, c'était un gros assureur, distributeur d'assurance habitation. Et ça nous faisait accélérer en quelque sorte notre... Donc ces choses-là, c'est intéressant. Mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans le marché. Mais ça peut se présenter. Donc on regarde, on est intéressé, etc. Et puis sur le secteur de l'auto-école, des plateformes comme nous, il y en a 2 ou 3 derrière nous. Ça peut avoir un certain intérêt. Il faut trouver les formules qui fonctionnent. Mais chacun est sur des modèles légèrement différents. Et chacun peut probablement espérer que c'est lui qui décrochera la queue du Mickey dans le manège. Donc, pour le moment, ça ne se fait pas. Mais tout le monde nous approche en disant « Est-ce que vous ne pourriez pas regarder accélérer cette consolidation ?» Dans ces cas-là, évidemment, Ornicar serait un acteur majeur. Mais donc ça, c'est des choses. Ça, c'est la France. Et puis après, peut-être d'autres... Pour l'étranger, en revanche, on n'a pas forcément l'intention de recommencer les 8 ans de construction d'une plateforme dans pays en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Donc là, on regarde plutôt du M&A. Oui, bien sûr. Il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de marchés où se sont constituées des plateformes comme chez nous. Il y a des bouts de trucs qui sont pas loin, beaucoup plus petits en général. Et donc, on fera plutôt du M&A pour croître. Et puis, pareil pour l'assurance, si on peut acquérir des bouts de portefeuille pour avoir déjà des effets de seuil, ça nous intéressera. Donc, Ornicar, c'est finir notre installation solide, profitable dans le marché français, et puis relever des fonds pour partir à l'international. Top. Écoute, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Philippe. Merci d'être resté simple. C'est moi qui te remercie. Alors, j'ai une question, toujours, pour clôturer. Alors, je ne sais pas si je t'avais prévenu. Je demande toujours une recommandation d'un ouvrage ou d'un podcast avant qu'on se quitte. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander aujourd'hui ? Alors, moi, je recommande toujours, parce que j'adore, et mes collaborateurs reçoivent ça à Noël, en général, dans leur... J'aime beaucoup les livres de Malcolm Gladwell. Ah, ok. Que je te recommande. Il écrit depuis longtemps maintenant, donc il a commencé à écrire il y a plus de 20 ans, mais il écrit tout le temps sur des problématiques de marché, de boîte, de comportemental, etc., qui sont extrêmement enrichissantes. Et il a un ouvrage très connu qui s'appelle The Tipping Point, qui est son best-seller. Ah si, on m'en avait parlé. Voilà. Oui. Bon, qui va chercher dans des phénomènes d'accumulation, que ce soit pour des boîtes ou même pour des individus. Ça va être expliqué pourquoi les Beatles ont réussi, ou pourquoi Steve Jobs a réussi, ou pourquoi telle boîte a réussi. Et ça, je le recommande beaucoup parce que c'est très, très enrichissant. Et mes jeunes collaborateurs qui lisent ça me disent toujours ça m'a ouvert l'esprit. Donc Malcolm Gladwell, c'est facile à lire, c'est intelligent, et il y a beaucoup de bouquins, parce qu'il a maintenant une bibliographie qui est relativement, il a une dizaine de bouquins, il n'y a quasiment rien acheté. Ok, top. Voilà. Bah écoute, je vais le commander ce soir. Je t'en cite un deuxième de lui qui s'appelle Outliers. Outliers, d'accord. Que je recommande particulièrement. Merci Philippe, c'était hyper intéressant. C'était moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt. Ciao.
Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.